de l'atteinte des corps cellulaires. Des corps cellulaires au niveau de la moelle qu'on va voir sur le schéma suivant. Voilà, c'est l'aspect en gants et en chaussettes qu'on vient de voir, avant de voir l'atteinte proximale plutôt du membre aussi. La neuropathie diabétique, c'est une neuropathie qui est axonale. Elle n'est pas principalement, n'est pas principalement démyélinisante, mais on a vu que les cas sévères de neuropathie diabétique ou de diabète qui est déséquilibré longtemps présentent d'abord une atteinte démyélinisante sévère ou une atteinte mixte axonale et démyélinisante. Pourquoi? Parce qu'il y a des cellules qui sont l'équivalent des oligodendrocytes qui myélinisent les neurones dans le système nerveux central, dans le cerveau, qui s'appellent les cellules de Schwann, qui myélinisent les nerfs périphériques, qui entourent les nerfs périphériques d'une gaine de myéline. Et ces cellules de Schwann sont ciblées par l'hyperglycémie chronique. On ne sait pas si c'est la cellule de Schwann ou l'axone laquelle qui impacte l'autre en premier, mais on sait pertinemment qu'ils ont des relations étroites et que ces dommages des cellules de Schwann vont entraîner des dommages au niveau axonaux. Et ces altérations aussi de l'ARN et du micro-ARN entraînent ces atteintes sensorielles. Bon, juste pour mettre les choses un peu dans l'ordre, ça c'est une coupe de la moelle épinière avec la corne antérieure ou ventrale qui comporte les corps cellulaires des neurones moteurs et la corne postérieure qui comporte les corps cellulaires des nerfs sensoriels, ou sensitifs plutôt. Et là, c'est les ganglions sensitifs et la combinaison des faisceaux sensitifs avec les faisceaux moteurs se réunissent pour former le nerf rachidien, les nerfs périphériques, quoi. Et puis, on voit que c'est une cascade. Le trigger n'est pas bien connu, sinon on aurait trouvé une thérapeutique ciblée à ça. Mais en tout cas, on voit que ça entraîne une ischémie, une démyélinisation, surtout dans les cas sévères d'emblée, et puis une dégénérescence de la gaine de myéline, une atteinte des transports axonaux au niveau de la cellule de Schwann et une atteinte des faisceaux de Remarque par la suite, c'est les petites fibres ou les fibres C, et c'est ce qui donne les neuropathies à petites fibres qu'on va voir qui sont très douloureuses dans le diabète. Génétiquement parlant, j'espère que je vais essayer d'aller un peu plus vite pour respecter le temps. Donc, certains polymorphismes génétiques sont maintenant connus, comme on avait dit. Le premier, c'était décrit en 1997, c'était le gène ATP1A1 par Wag et al. D'accord. Ça. Et depuis, il y a eu plusieurs autres associations génétiques qui ont été décrites, et notamment ce qu'on a vu, la MTHFR réductase, voilà, et la GST-M1. Excusez-moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, qui peut vérifier pourquoi ça... Merci. J'arrête le chrono. Parce que Merci. En tout cas, ces études, ce qu'on a remarqué dans les méta-analyses, c'est qu'ils ont été faits sur des populations principalement caucasiennes et de plus en plus dernièrement asiatiques. Et que certaines ethnies, comme les Africains, les Afro-Américains, certaines populations métisses, ne sont pas concernées par cette recherche de polymorphisme génétique, ce qui peut expliquer que, voilà, on ne peut pas élargir les conclusions à toutes les ethnies et que ça ne correspond pas
par certains moments sur notre propre pratique clinique parce que c'est des études qui n'ont pas été faites sur nos malades avec nos propres génomes. Ok, donc voilà, du moment qu'on parle de génétique, donc l'enzyme de conversion de l'angiotensine, qui est la principale enzyme qui a été décrite, c'est une enzyme qui convertit l'angiotensine 1 en angiotensine 2. L'angiotensine 2, c'est une substance qui donne des lésions endothéliales et des dysfonctionnements microcirculatoires, et qui, comme conséquence, va entraîner un problème d'apport sanguin insuffisant au niveau des axones. Et cet apport sanguin insuffisant va entraîner une neuropathie diabétique. Je m'excuse. Je continue. De toutes les manières, on n'a pas encore les schémas. Cette activité de l'AS, de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, elle est influencée par la présence d'une délétion ou d'une insertion d'un fragment de 287 bases moléculaires. Cette insertion ou délétion, mais c'est plutôt la délétion, qui est associée à une augmentation anormale de l'activité de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Et cette augmentation de l'activité de cette enzyme sera associée à des complications microvasculaires du diabète. Parfait. Heureuse. En retour. Sinon, la méthylène tétrahydrofolate réductase, c'est une enzyme régulatrice du métabolisme de l'homocystéine et elle reconvertit l'homocystéine en méthionine. Un déficit en cette enzyme va entraîner une hyperhomocystéinémie et l'hyperhomocystéinémie va entraîner via le stress oxydatif une apoptose des neurones et des cellules gliales qui sont les supports des neurones en ce qui concerne la prévention, la protection, la nutrition, etc. des cellules nerveuses. Les mutations les plus décrites, c'est des mutations du variant C6 70T et A1 129, etc. Donc, c'est ce qui a été étudié sur les revues de la littérature. La glutathione peroxydase 1, c'est un gène qui code pour une enzyme antioxydante aussi, et son rôle principal, c'est de protéger les cellules nerveuses contre les dommages oxydatifs, c'est-à-dire un détoxifiant des cellules nerveuses, en réduisant le peroxyde d'oxygène. Et les polymorphismes RS 10050-450 de la GPX1 va réduire l'activité de l'enzyme et va ainsi augmenter les dommages oxydatifs et induire une neuropathie périphérique. La catalase, c'est une enzyme qui catalyse aussi la décomposition du peroxyde d'hydrogène en oxygène et en eau. Et puis, elle entraîne, si jamais elle est atteinte, une augmentation du processus du stress oxydatif. Avec plutôt un allèle qui a été découvert, qui a plutôt un effet protecteur sur le développement de la neuropathie périphérique, diabétique en tout cas. La GST, glutathione S-transférase, c'est une famille d'antioxydants aussi, qui aide à l'élimination des espèces réactives de l'oxygène, avec certains polymorphismes aussi, qui ont été rapportés comme facteurs de risque maintenant, clarifiés et validés, mais qui restent discutés, comme je vous avais dit, selon les ethnies qui ont été étudiées. Pour faire un petit récapitulatif, donc on a l'AS, la MTHFR, la CAT et la GPX1, avec certains polymorphismes particuliers qui ont des mécanismes plutôt d'antioxydants, de détoxifiants, mais avec d'autres qui ont plutôt des mécanismes physiopathologiques plutôt vasculaires. À part les polymorphismes génétiques, il y a tout ce qui est modification épigénétique.
Et les modifications épigénétiques, si on veut les définir, c'est tous les changements héritables dans l'expression des gènes qui surviennent sans altération de l'ADN, mais qui découlent des interactions entre le génome et l'environnement. Et ça a été étudié chez les espèces animales et on a identifié différents mécanismes épigénétiques qui entraînent plus d'installation de neuropathie diabétique dans les modèles animaux, notamment la méthylation de l'ADN, les ARN et les modifications post-traductionnelles des histones. Passons aux choses cliniques. Comment on fait le dépistage? Il ne faut pas en arriver là pour faire le dépistage. On commence par dire que c'est quelque chose qui doit être fait au moins d'une manière annuelle quand il n'y a pas de plainte, minimum. Quand il y a une plainte, c'est plus. On sait tout de suite. L'anamnèse, elle est capitale. Il faut prendre le temps d'écouter le malade, de savoir de quoi il se plaint, de lui laisser décrire les signes sensitifs qu'il a. Et puis passer à l'examen de la sensibilité elle-même. L'examen de la sensibilité, on le sait tous, c'est un examen qui est très subjectif. Et si on ne fait pas attention à expliquer ce qu'on fait au malade et comment il doit nous répondre, on risque de passer à côté des anomalies, de l'hypoesthésie ou de l'anesthésie. Donc on examine les petits fibres par la sensibilité thermique au chaud et froid et par la sensibilité algique à la piqûre ou à la douleur. Et on examine les grosses fibres nerveuses par le diapason pour la sensibilité vibratoire et le monofilament pour la sensibilité plutôt à la pression. Voilà. Et on n'oublie pas que les réflexes tendineux sont que tardivement abolis, donc ils peuvent être normaux dans d'authentiques neuropathies périphériques. Le questionnaire DN4 reste d'actualité pour dépister les problèmes sensitifs. Et le monofilament, bien sûr, il faut le mettre exactement sur les points de pression, en dehors des zones d'hyperkératose, et surtout éviter les zones où il y a des troubles trophiques. Quels sont les types de neuropathie diabétiques? On va commencer par, voilà, selon le type de fibre, les petites fibres ou les grosses fibres. Pour les petites fibres, il y a les signes moteurs sensitifs et les signes douloureux. Donc, sur les signes moteurs, voilà, on a une préservation plutôt de la motricité sur les petites fibres, alors qu'elle est altérée, déficit moteur sur les grosses fibres. Sur les atteintes sensitives, c'est équivalent sur les deux types de neuropathie. Et puis, on a plus d'atteintes douloureuses dans les neuropathies à petites fibres. Tout ce qui est neuropathie dysautonomique, vous voyez, le système cardiovasculaire, c'est le premier dont on doit faire attention, parce que ça explique beaucoup d'anomalies du système cardiaque, notamment les morts subites, notamment les arythmies cardiaques, notamment l'hypotension orthostatique qu'on voit chez les malades, et notamment, peut-être certaines fois, l'hypertension nocturne qu'on met sur le syndrome d'apnée du sommeil, mais qui peut aussi être secondaire à une neuropathie dysautonomique. Les neuropathies gastro-intestinales, on sait que c'est la gastroparésie qui est la plus fréquente avec la diarrhée, mais on a noté aussi les constipations et l'incontinence fécale chez les malades diabétiques comme signe de neuropathie. L'atteinte de la sensibilité vibratoire et la sensibilité thermique s'est diminuée, c'est-à-dire on a une hypoesthésie ou une anesthésie vibratoire ou thermique dans les deux types de neuropathie. Les réflexes tendineux sont normaux et présents dans les neuropathies à petites fibres, c'est-à-dire il ne faut pas être confiant quand on trouve les réflexes présents et que le malade vous dit « j'ai des douleurs ». Il faut aller chercher une neuropathie à petites fibres, pas une biopsie dermatologique, plutôt, biopsie cutanée, je m'excuse, alors que le NMG peut être normal dans les neuropathies à petites fibres. Pourquoi? Parce que le NMG n'explore que les grosses fibres qui sont accessibles à la stimulation nerveuse. Après, les anomalies tendineuses, voilà, on les trouve surtout dans les atteintes à grosses fibres. Et puis, on a d'autres types d'atteintes de système génito-urinaire ou de sudation, et avec des dysfonctionnements éréctiles et éjaculatoires chez les hommes, des dysfonctionnements vésicaux. Et chez les femmes, c'est surtout une diminution du désir et des douleurs pendant les rapports, mais vraiment
c'est un peu débattu. Les études disent que c'est plutôt dû à des troubles psychiques, plutôt le fardeau de la maladie chronique chez les femmes, plutôt qu'une véritable atteinte dysautonomique de ce côté-là. Et bien sûr, l'atteinte sudorale, c'est une peau qui est sèche, dépilée, et voilà, un peu dystrophique, comme vous le connaissez tous. Donc, excusez-moi, je ne reviens pas ici. Ça commence en distal comme ça, sur les deux pieds, mais ça évolue comme ça. Puis ça peut arriver jusqu'au tronc, ça peut arriver jusqu'à le vertex. Les neuropathies douloureuses, ça concerne les petites fibres. Ça peut s'accompagner d'un testomonofilament et d'un ENMG qui sont normaux, ce qui n'est pas du tout rassurant pour nous. Et le diagnostic, il est plutôt clinique avec la recherche de types de douleurs, des horaires de la douleur et le questionnaire DN4. Les neuropathies diabétiques peuvent être focales, c'est-à-dire ne concerner qu'un seul nerf périphérique, mais ça peut concerner aussi les nerfs crâniens, qu'on va voir, surtout les oculomoteurs, et ne pas oublier que ça peut concerner les nerfs du tronc. Ça peut sembler un zona, une douleur intercostale, thoraco-abdominale, ou bien un déficit des muscles de l'abdomen, qui peut ressembler à une hernie de la ligne blanche ou à une ventration. On peut trouver aussi chez les malades des cruralgies, qui ressemblent à des sciatiques L3, L4, mais sans véritable hernie discale. C'est secondaire au diabète. Ils sont de nature inflammatoire, avec l'abolition du réflexe rotulien et pas de syndrome rachidien. Le malade ne se plaint pas de son dos. Les on les voit surtout, nous en neurologie, surtout chez les hommes qui portent des ceintures tout le temps, ou qui compriment le nerf fémoro-cutané qui passe par la ceinture, et puis les malades rapportent une douleur ou une sensation d'engourdissement, en tout cas une sensation désagréable sur la face antéro-externe de la cuisse. C'est des dysesthésies et qui sont aussi rapportées chez les diabétiques. Il y a ce qu'on appelle la radioculoplexipathie lambosacrée diabétique ou le syndrome de Garland. Oui, je suis tout de suite à la fin. Donc, c'est une atteinte qui peut ressembler à une myopathie avec une récupération lente et incomplète et qui se voit après 50 ans. Les paralysies oculomotrices, c'est le 3, le 6, avec un réflexe photomoteur qui est présent. L'IRM cérébrale est importante dans ces cas-là parce qu'il y a un diagnostic grave à éliminer qui est l'anévrisme de la carotide interne qui peut se voir dans l'atteinte du 3. Les syndromes canalaires, on les voit canal carpien pour le médian, canal de Guyon pour l'ulnaire ou compression au coude pour l'ulnaire et compression du péroné au niveau de du col du péroné. L'intérêt de l'infiltration corticoïde qui peut améliorer les malades. Les neuropathies induites par le traitement, je suis parmi les experts, donc ce qu'on appelait la névrite insulinique, parce qu'il a été décrite la première fois avec l'insuline, mais après c'est une neuropathie qui concerne tous les traitements antidiabétiques, à condition que la baisse de la glycémie soit trop rapide. Et donc, les mécanismes sont variables, qui ont été discutés. Le traitement reste inefficace sur le plan antalgique et la récupération se fait lentement par une hyperglycémie qui est favorite à la disparition des douleurs. Le bilan, donc, ce qu'on doit retenir, c'est qu'un examen ENMG n'est pas systématique dans la neuropathie diabétique, qu'il peut être normal dans d'authentiques neuropathies à petites fibres. Il faut savoir que 10% des neuropathies périphériques chez les diabétiques sont d'origine non diabétique et donc ne pas oublier qu'il faut faire un bilan exhaustif. La recherche de gammapathie monoclonale qui peut être mortelle, un diagnostic de gravité, ou d'autres maladies qui ont un traitement spécifique, notamment un déficit en vitamine B12, une insuffisance rénale, une hypothyroïdie, etc. Maladie infectieuse. Le pseudoscan, je passe, c'est un examen qui est non invasif et qui peut nous renseigner beaucoup sur la neuropathie dysautonomique. Pour la prise en charge, c'est le traitement symptomatique des douleurs neuropathiques avec les approches non pharmacologiques de plus en plus utilisées, médecine chinoise, psychothérapie surtout à ne pas oublier, gestion de stress. C'est une approche en tout cas multidisciplinaire. Et les principaux traitements, je les mets ici.
Les antidépresseurs tricycliques, sincèrement, il faut faire attention chez les sujets âgés, ceux qui ont un problème cardiaque, parce qu'ils ont beaucoup d'effets secondaires, sont très efficaces, mais beaucoup d'effets secondaires. On les préfère les inhibiteurs de la sérotonine et la noradrénaline ou les penténoïdes, la gabapentine, la prégabaline, etc. Et bien sûr, il y a les traitements locaux par patch d'opioïdes. Donc, complications connues, communes, mais toujours difficiles à gérer. Et la prise en charge doit être multidisciplinaire avec l'intérêt de la prévention. Et je vous remercie.